J'adore ce genre de musique. Je suis en train de me trémousser devant Premiere Pro. Bon allez, un peu de sérieux. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode d'une série qui va suivre pas à pas la construction d'une maison en conteneur maritime en autoconstruction. Un projet ambitieux, un peu fou peut-être, mais surtout passionnant. Je suis français et l'action de cette série de vidéos se déroulera en France, en Dordogne plus précisément. Je me nomme Franck, mais tout le monde m'appelle Seawolf, et je me lance dans cette aventure maintenant. Si vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de construire sa propre maison à partir de conteneurs, ou si ce type de construction est vraiment intéressant, alors vous êtes au bon endroit. On va explorer ensemble toutes les étapes, les avantages, les contraintes et les solutions pour mener à bien un tel projet. Alors si ce sujet vous intrigue, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. J'ai récemment acquis ce terrain de 11 000 m², un cadre magnifique en pleine nature, parfait pour implanter une maison contemporaine et éco-responsable. Non. Écologique, peut-être. Éco-responsable, c'est pas mon sujet. J'essaierai de faire en sorte d'être quelqu'un de responsable du point de vue écologique, mais c'est pas mon sujet. Mon objectif, transformer 9 conteneurs maritimes 40 pieds HC en une habitation confortable, moderne et parfaitement adaptée à mes besoins. Chaque conteneur mesure 12,19 m de long, 2,44 m de large et 2,89 m de hauteur hors tout, offrant une surface exploitable intérieure de 28,28 m². Cela permet d'imaginer une configuration modulaire et optimisée pour une habitation unique. Mon objectif ? Faire sortir de terre, grâce au conteneur, une maison originale, contemporaine, écologique et bienveillante. Rien que la somme des mètres carrés exploitables pour un total de 9 conteneurs sera de 254,52 mètres. Mais ce n'est pas tout. En effet, les conteneurs posent des contraintes de cloison qui sont à la fois nécessaires du fait de la structure autoportante du conteneur en lui-même, mais qui sont également pénibles à gérer quand on est à la recherche de grands volumes. En conséquence, et en avant-première, je vous présente comment j'ai à la fois su conserver ces cloisons, tout en faisant le gain d'un grand volume additionnel de 7,31 m par 7,36 m, soit 53,8 m² supplémentaires, afin d'y placer le cœur de ma future maison, la pièce à vivre, comprenant la cuisine, la salle à manger, le salon. Pour ce faire, j'ai tout simplement séparé les conteneurs du bas, mes 6 conteneurs, en 2 blocs de 3 conteneurs, en laissant un espace de 7,36 m entre les 2 conteneurs intérieurs, ce qui me permet de déposer perpendiculairement les 3 conteneurs dessus, qui reposent de chaque côté sur le conteneur intérieur. Les enjeux sont importants au niveau des parois des conteneurs et de la suppression des parois et la création des ouvertures, parce que, comme je vous l'ai indiqué, le conteneur il est rigide grâce à sa structure autoportante. Si vous coupez, enlevez des morceaux de cloison, de parois, vous réduisez la rigidité du conteneur. C'est problématique parce que vous créez des ouvertures, vous avez besoin de créer des ouvertures, mais partout où vous créez des ouvertures, ou presque, vous allez devoir renforcer. Quand vous savez qu'une poutre en acier HB 250 ou 300, ça vaut 200 ou 300 euros le mètre linéaire, et que ça pèse 150 kg, et qu'il vous faut des mètres et des mètres pour consolider la structure, vous réfléchissez à 2 fois avant de faire des trous. C'est donc le moyen que j'ai trouvé pour obtenir un grand volume tout en conservant un maximum de parois à ces endroits-là. Au total, cette maison fera donc 308,32 m². Mais cette surface diminuera de manière significative
lorsque toutes les cloisons, placards, gaines, surfaces techniques et autres surfaces cachées seront intégrées à la construction. L'intérêt de cette série de vidéos, s'il y en a un, c'est de vous emmener avec moi, de partager avec vous toutes les étapes, les réflexions et les solutions que je vais mettre en œuvre, mais également vous faire part des galères que je vais assurément rencontrer. Mais avant d'entrer dans les aspects techniques, parlons d'abord de ce qui motive un tel projet. Construire avec des conteneurs, c'est une idée qui peut sembler originale, mais qui présente plusieurs avantages. La durabilité et la robustesse. Les conteneurs sont faits pour résister aux pires conditions en mer, ils sont donc extrêmement solides. Protection accrue, parfaitement adaptée aux exigences de protection contre les secousses sismiques et les phénomènes de retrait et gonflement des argiles. C'est important. Coût potentiellement réduit, en récupérant des conteneurs et en les adaptant, on peut réaliser des économies sur la structure. Construction rapide. Une fois les plans finalisés, les conteneurs peuvent être assemblés très rapidement. Impact environnemental amoindri. On réutilise des structures existantes, ce qui limite la consommation de nouvelles matières premières. Flexibilité architecturale. On peut moduler les volumes, ajouter des étages, créer des ouvertures, bref. Il y a une véritable liberté de conception. Mais bien sûr, il y a aussi des inconvénients et des défis, au nombre desquels l'isolation thermique et phonique. Un conteneur, c'est du métal, et le métal, ça chauffe en été, ça refroidit en hiver. Il faut donc prévoir une isolation extrêmement performante. Du point de vue acoustique, c'est une horreur. Ça résonne, ça transforme la voix, c'est horrible. Il faut donc gérer ce problème-là. Et les travaux de transformation, un conteneur brut, c'est pas habitable en l'état. Il faut réaliser des ouvertures, renforcer la structure et prévoir tout le second œuvre. La réglementation et l'urbanisme. Ce type de construction est encore mal connu des administrations, des mairies, des maires, des conseils municipaux. Il faut donc bien s'informer sur les autorisations nécessaires et il faut être diplomate, jouer de... Comment je pourrais dire, jouer sur vos talents de négociateur et de diplomate pour faire passer la pilule si vous êtes face à un maire réticent. Dans cette série, je vais vous expliquer comment contourner ces difficultés et optimiser la construction pour obtenir une maison confortable et réglementaire. Cette série comportera au moins 30 vidéos, couvrant presque tous les aspects de la construction. Certaines étapes seront réalisées en autoconstruction totale, d'autres partiellement, et certaines seront entièrement sous-traitées. Je vous proposerai un suivi détaillé de chaque phase, au moyen d'au moins une vidéo par étape. Je ne vais pas vous citer toutes les vidéos du déroulé, mais vous l'avez sous les yeux, vous pouvez le lire. Toutefois, sachez que j'aborderai les sujets de la conception, du permis de construire, l'étude du terrain, le bureau d'études structure, les fondations, la viabilisation, l'achat, livraison et assemblage des conteneurs, les travaux structurels, découpe, ouverture, renfort, isolation, étanchéité, toiture, menuiserie. Mais aussi les installations techniques telles que l'électricité, la plomberie, le chauffage, la climatisation, les aménagements intérieurs et extérieurs, la piscine, les finitions et enfin un tour du propriétaire une fois que tout sera fait. Mon objectif, c'est de faire tout ça en 18 mois. C'est sûrement ambitieux. Je n'y arriverai peut-être pas, mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une présentation du terrain que j'ai filmé il y a quelques jours. Ce n'était pas prévu. Mais en apprenant que l'achat était confirmé, je n'ai pas pu résister à l'envie de capturer ces images, tellement j'étais content. Je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, alors pardonnez-moi si le cadrage est perfectible ou si le vent s'invite dans le micro. Comme dans ce projet, j'apprends en faisant. Cet achat de terrain est une première pour moi. Je découvre les choses au fil de l'eau. Et c'est cela l'ambition de cette chaîne. Vous faire partager mes ambitions, mes joies et mes peines. Et si cela peut en aider ou en inspirer certains, eh bien tant mieux. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. No, for
often call me Speedo, cause I don't believe in wasting time. Well, now they often call me Speedo, cause I don't believe in wasting time. Well, I'm known for pretty women, and that caused them to change their mind. Well, now some may call me Joe, some may call me Mo. Just remember Speedo, he don't never take it slow. Well, now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Allez, c'est parti pour la visite. Donc, on part d'un angle du terrain. Je tourne et voici le terrain. Donc, on va faire le tour du terrain, le tour du périmètre. Alors, comme vous pouvez le voir, ils appellent ça des murailles. Ce sont des espèces de bordures faites. On est sur le Causse. Le Causse, c'est un sol caillouteux et à l'époque, les ancêtres faisaient pour séparer les parcelles, ils faisaient des murailles comme ça. Et donc, c'est toujours le cas, et c'est resté comme ça. Donc là, pour vous faire visiter le terrain que j'ai trouvé et que j'ai acheté, c'est signé quoi. Les fonds sont pas versés, mais c'est une histoire de notaire. Les propriétaires et moi, l'acheteur, on est tombés d'accord. Donc voilà. En Dordogne, un beau terrain, 11 500 mètres carrés. Et donc il y a une belle haie là, un ciel bleu, du chêne vert. Et comme on est en mars, début mars, on n'a pas encore de végétation. Et donc voilà, je fais. Alors là, ce que vous voyez, là, il paraît que c'est des chevreuils qui passent là. C'est bon à savoir. Et donc là je marche. Donc c'est pas compliqué, la parcelle, elle est entièrement constructible. Il n'y a que 1000 mètres qui ne sont pas constructibles sur les 11 500. Je vous montrerai après de quelle partie il s'agit. Et le terrain est plat. Le sol, c'est un sol dur et caillouteux, le Causse, comme je vous ai dit. On est dans le Quercy. Vous voyez, on voit les murailles là. Vous voyez les murailles qui séparent les parcelles les unes des autres. À côté, il y a des arbres. Et dans un an, ce sera plus constructible. Et j'ai appris que le propriétaire, de toute façon, ne vendait pas et n'allait pas faire construire. Donc du coup, j'aurai pas de voisins. On voit mieux ici, il y a une petite percée. Il y a une maison loin là-bas. Mais la parcelle qui est là, derrière les murailles, elle ne sera jamais construite. Là, on arrive au bout des 100 mètres. Donc, comme je vous ai dit, c'est une parcelle de 11 500 mètres. C'est à peu près un carré de 100 mètres sur 100 mètres, hein, grosso modo. Là, je tourne à droite, 90 degrés. Je vous fais un plan panoramique. On voit la voiture. Là-bas, au loin, c'est la route qui passe devant, avec quelques maisons. Alors on est au mois de mars, donc il n'y a pas de végétation, c'est un peu décharné, mais c'est superbe pendant au moins 8 mois de l'année. Donc là je marche, je fais mes 100 mètres de ce côté-là. Donc le terrain il est à moitié boisé, à moitié libéré, à moitié libre. Ce qui est superbe. La muraille. Donc on vient de là-bas, on se dirige vers l'autre angle. Il y a quelques palettes. Ben, c'est parfait, ça va me servir à faire mes chaises d'implantation. Là, je sais pas ce qu'il y a. Alors là, vous voyez,
C'est plus haut que moi ça, hein. Ça fait 2,50 m. Hein. C'est la muraille qui sépare avec le terrain de derrière. Je vais monter dessus pour vous montrer le terrain qui est derrière. Vous voyez, alors ça c'est pas constructible. Ici il y a de la forêt à perte de vue et ici il y a un grand pré. C'est superbe. Je vais redescendre sans me casser la gueule. Oh la vache. Oh, je suis pas doué. Allez, on reprend. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un peu de bois. On dirait un abri, un ancien abri. Peut-être des poules là-dedans ou quelque chose. C'est pareil, ça va me servir à faire les... Ça va me servir à faire les chaises d'implantation. Donc là, on est toujours... Je longe le terrain, hein, vous voyez là. Hein, je longe le terrain à peu près à 10 mètres à l'intérieur du terrain. Donc là, le terrain, il est séparé par une autre barrière, une autre muraille. Mais cette muraille-là m'appartient puisque le terrain il continue par là. Donc la partie qui est non constructible, c'est cette partie qui est à ma gauche là. Voilà, c'est juste ce petit carré là. Donc tout ça, ça fait partie du terrain. Hein, je longe. Donc j'ai tourné à gauche à 90 degrés maintenant. Je fais un petit carré. Qui fait à peu près 1000 mètres. Jusqu'aux broussailles là. Voilà. Ça fait toujours partie de chez moi. Il y a la petite butte là. Donc voilà, mon terrain il s'arrête là. Et je viens de refaire à peu près 100-120 mètres dans ce sens-là. Le chemin m'appartient. C'est un chemin, c'est une servitude, c'est un chemin qui m'appartient à moitié. Donc, vous voyez. Donc la partie non constructible, c'est cette partie-là. J'avance un peu. Donc la partie non constructible, voilà, c'est ce carré qui est là. Mais ça, c'est constructible. Tout ça là. Donc là, je longe mon chemin. Ah oui, puis alors attendez. Ah, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Ça porte un nom. Et sur le terrain là, il y a un petit bijou. Et je me rappelle plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait comment ça s'appelle. Et il me disait que c'était pour protéger les poules des prédateurs. Et donc dans l'ancien temps, les poules rentraient là-dedans et la nuit et ressortaient le matin. Et c'était fermé. Et ça pouvait éventuellement servir aussi d'abri au cas où il y avait des orages pour les fermiers. Voilà. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça porte deux noms distincts. Et je me rappelle d'aucun des deux. Alors, on continue. Ça c'est mon terrain. Donc il y a de quoi faire. Hein. J'avance. Je me dirige vers l'angle. Donc là j'ai fait un U. Hein, je rejoins la route. Je suis parti de la route et je rejoins la route. J'ai fait un grand U de 3 fois 100 mètres à peu près. Un peu plus peut-être. Là je rejoins la route. Donc l'environnement extraordinaire. Donc je longe la route sur 100 mètres et je vais retomber sur l'angle de départ.
le coin par lequel j'ai démarré. Donc ça c'est chez moi, à droite. Première fois que j'achète un terrain, première fois que je me lance dans la construction d'une maison, des beaux chênes verts qui ont à peu près 70 ans, 60 ans. L'entrée du terrain, vous allez voir ma voiture. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que j'achète un terrain viabilisé. C'est-à-dire qu'il y a l'électricité et il y a l'eau. C'est tout propre, c'est tout neuf. On va ouvrir ça. Extra. C'est nickel. C'est tout neuf. Bien. Et voilà. Et on est parti de là. Et on a été tout droit par là-bas. La muraille. D'ailleurs, je vais traverser. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. 9h30. Circule pas trop. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si vous êtes encore là à la fin des vidéos, c'est que vous êtes des bons. À bientôt.